et on se régale avec les affrontements qui ont donné lieu depuis à des matchs extrêmement enlevés. Il y avait un match qui était très attendu, bien sûr, celui des maîtres du monde de la discipline entre l'équipe d'Australie et l'équipe de Nouvelle-Zélande. Regardez le résumé de ce match par Vincent Pochelu. Depuis la création du Four Nations en 2009, jamais cette coupe n'a échappé à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande. Ce premier match entre les deux nations préfigure déjà la finale de la compétition. Dès le début de la rencontre, les Kangourous, déjà vainqueurs des Kiwis il y a 3 semaines lors d'un test match préparatoire, imposent leur jeu. L'Australie profite de l'indiscipline adverse et s'installe dans le camp de son grand rival. La paire de demi, Thurston-Morgan, se met en évidence. Blake Ferguson, l'ailier des Roosters, bien décalé en bout de ligne, réussit son retour intérieur pour le premier essai. Tout sourit à l'Australie dans ce premier quart d'heure. Cette réception cafouillée se transforme même en ballon de contre-attaque. Michael Morgan qui donne le tournis à Thomas Leloy. Michael Morgan l'a croisé. Oh, c'est bien fait. C'est du grand rugby. Et Jonathan Thurston avec son vis-à-vis. L'Australie est tellement plus forte ce soir. Elle marque un grand coup. La charnière Michael Morgan-Jonathan Thurston se joue de toute la défense néo-zélandaise. JT, servi par Blake Ferguson, marque le deuxième essai australien. Brillante en attaque, l'Australie est également intraitable en défense. À l'image d'un Greg Inglis, c'est destructeur. On retrouve Greg Inglis à la poursuite de Jordan Rapana sur une interception de l'ailier kiwi. La cuillère de G.I. tarde à faire effet, mais n'en est que plus délicieuse. À la pause, l'Australie mène 10-0. Les conversations sont animées dans le vestiaire d'une équipe néo-zélandaise complètement dépassée. Visiblement, les paroles sont suivies par les actes. Après 8 minutes en seconde période, les Kiwis sont enfin menaçants. Stolomene Kata conclut en coin et en force. La Nouvelle-Zélande revient dans la partie 10-4. L'embellie est de courte durée. Les Kiwis retombent vite dans leur travers. Sanctionné sous les poteaux, Tohu Harris permet à Thurston, après un passage au stand, de passer 2 points de plus. Alors que la Ricoh Arena sombre dans une froide torpeur, Thurston donne 10 points d'avance à l'Australie en passant une deuxième pénalité. La Nouvelle-Zélande est au pied du mur. Discret jusqu'alors, Shaun Johnson se réveille enfin. Johnson, le petit coup de pied par-dessus, l'initiative personnelle de Shaun Johnson qui a récupéré le ballon. Oh, c'est magnifiquement joué. Allez, Sean Kelly Noel, le 2 contre 1. Ça va être un essai de Jordan Rapana, peut-être pour une fois de match dantesque. Un exploit personnel du demi-mêlée de la Nouvelle-Zélande redonne espoir aux Kiwis qui reviennent à 6 points à 3 minutes de la fin. La sirène vient de sonner. La Nouvelle-Zélande, qui vient de se voir refuser un essai, tente le tout pour le tout. L'arrière australien Darius Boyd est le premier sur le ballon. Il met fin aux espoirs des Kiwis. Made it hard work, but you know, full marks to New Zealand. They just keep on hanging in there. They obviously believe in what they're doing. Got a really strong culture, and you know, we made a few errors tonight, but New Zealand kept on turning up, and full marks to them. Vainqueur 14-8, l'Australie prépare de la meilleure des manières son match contre l'Angleterre ce week-end, avant de peut-être retrouver la Nouvelle-Zélande en finale. Et oui, je vous disais que cette rencontre avait des faux airs de grande finale de ce Four Nations entre l'équipe d'Australie et l'équipe de Nouvelle-Zélande. Alors les Néo-Zélandais ont été battus, certes, mais les Néo-Zélandais y ont cru jusqu'au bout. Messieurs, il y a eu un moment comme vous avez commenté ce match, vous vous souvenez sans doute, d'une action qui aurait peut-être même pu remettre les deux équipes à égalité. C'est lorsque Shaun Johnson, seul, a failli créer la surprise. Il a failli aller marquer tout seul. Il a déjà, en fin de deuxième mi-temps, rayonné sur la partie, c'est sûr, mais là, il a failli remettre les deux équipes à égalité. Oui, effectivement, le réveil de la Nouvelle-Zélande a été trop tardif dans ce match pour pouvoir inquiéter des Kangourous qui n'ont jamais tremblé et qui se sont contentés de gérer et qui s'inscrivaient visiblement dans ce match, dans une gestion de la compétition qui, pour eux, doit les conduire à la finale.
Oui, parce qu'une fois de plus, hein, les Australiens menés, on l'a vu dans le sujet de Vincent Pochelu, par 3 têtes pensantes que sont Cronk, Thurston et Michael Morgan, ont pris le dessus sur cette équipe néo-zélandaise qui joue, il est vrai, avec un Sean Johnson toujours au meilleur niveau, mais ça ne suffit pas pour battre cette équipe des Kangourous. Oui, il y a beaucoup plus d'incertitude qui est créée chez les Kangourous parce qu'il y a beaucoup plus d'animateurs de jeu. Il y en a au moins 3, vous les avez cités, Rodolphe. Donc, du côté de la Nouvelle-Zélande, on mise peut-être trop sur Johnson, qui, il faut bien le reconnaître, les sort chaque fois des conditions compliquées. Mais face à l'Australie, c'est encore plus compliqué à lui tout seul de sauver une équipe. Louis, vous parlez justement de Sean Johnson et de la capacité qu'il a à faire basculer un match. C'est tout simple. Sean Johnson, sur une accélération, sur une inspiration, a réussi à battre la défense avec ce coup de pied, Dimitri, parfaitement donné. Et puis surtout, la volonté de sortir tout de suite le ballon sur l'extérieur pour Sean Kelly-Dowell. Oui, alors j'ai l'impression que le plus dur dans cette action, c'est de trouver l'espace disponible et après avoir le bon rebond, ça fait partie de la réussite. Et on voit que le ballon, il le met légèrement sur le côté pour feinter un coup de pied transversal. Et au dernier moment, il rabat son pied pour le taper par-dessus avec le bon angle surtout. Le ballon lui revient, vous voyez, il le met sur le côté. Et au dernier moment, il le rabat pour avoir le ballon dans l'axe. Et après, bon, c'est un 2 contre 1 parce qu'il sait que son soutien est sur les extérieurs. C'est un signe de grande classe et c'est pas étonnant que ce soit lui. Ça a été un des seuls joueurs à être déterminant et avoir une action positive surtout pour la Nouvelle-Zélande. Une autre image, messieurs, dans ce match, qui n'est pas une image offensive, ce n'est pas un essai ou un éclair de génie, mais plutôt une forme de résilience défensive chez Greg Inglis, GI, qui jouait au poste de 3 quarts centre, GI, qui a réussi à rattraper Jordan Rapana. Ça n'a l'air de rien, Louis, mais une cuillère, ça peut parfois vous sauvez le match. Et regardez ici comme il revient avec cette foulée, avec cette allure de chasseur. Je sais que Dimitri, comme moi, vous avez sauté de votre fauteuil lorsque nous avons vu ces images ensemble. Regardez bien les yeux d'Inglis. Regardez ici, Inglis qui a le viseur sur sa proie. Il ne marque rien. Il est en apnée. Et la méchanceté du chasseur, la détermination, il va faire chuter Rapana. La belle roulade derrière, une belle rapanade, si l'on peut dire, Dimitri. Mais impossible de laisser filer sa proie, Louis. Oui, nous l'avons vu 2 fois à l'œuvre dans ce match. Une fois, il a détruit le centre, il était monté en pointe, c'était dans un rapport de 1 contre 1. Là, il était à la poursuite et son dernier bond sur le porteur de la balle, c'était le saut du tigre, de la panthère sur une proie qui pouvait lui échapper parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre chance pour lui. En vitesse pure, il avait compris qu'il allait être battu, donc il a joué le tout pour le tout et il a réussi. Et ça, quand même, cette réussite appartient à ceux qui osent le plus. Et là, il a tenté un coup dur qu'il a bien réussi. Oui, mais on n'a pas l'habitude de voir non plus Greg Inglis échouer dans ses duels, dans ses mano à mano avec les adversaires. Pour le coup, il aura lui aussi permis à cette équipe d'Australie de battre l'équipe de Nouvelle-Zélande, les Kiwis donc battus dans ce double-header à Coventry. Il y avait une autre rencontre qui opposait l'équipe d'Angleterre à l'équipe d'Écosse. Au-delà de la rivalité, évidemment, qui oppose ces 2 nations, nous avons eu un match, Louis, qui a curieusement assez mal démarré pour les joueurs de Wayne Bennett. Nous fûmes surpris, à dire vrai, car dès l'entame, c'est Ken Linnet qui va inscrire le premier essai. Dimitri, nous avons vu ce match, vous et moi, ensemble. Ils ont été très réalistes d'entrée de jeu, les Écossais. Oui, c'est vrai qu'ils leur ont sauté à la gorge d'entrée de jeu. Ils ont mis surtout beaucoup de rythme avec des essais spectaculaires, notamment celui-ci. Donc on a la réponse dans pas longtemps à votre question. Voilà, il y avait un bel essai. C'est vrai que les Anglais étaient un peu amorphes, voire complètement amorphes. Ils ont été menés assez largement jusqu'au réveil. Sauf que Louis, un ancien pensionnaire des Dragons catalans, a marqué de son empreinte, c'est le moins qu'on puisse dire, cette première mi-temps. C'est Elliott Whitehead qui va s'offrir un doublé. Oui, le Whitehead qui est conforme à ses performances habituelles. Il est toujours dans les bons coups. Donc il flaire bien les bonnes situations. Et Elliott Whitehead, là, était bien placé encore une fois pour marquer. Mais il faut bien le reconnaître, l'Angleterre, si elle a eu une première mi-temps compliquée, a su prendre vraiment les choses en main en deuxième mi-temps, en s'imposant sans discussion possible et en poussant les Écossais au bout de leurs possibilités. Celui-ci, Dimitri, vous l'avez beaucoup aimé, cet essai marqué par Ian Hall, parce qu'il fait suite à un coup de pied magique du jeune joueur de Wigan, George Williams, qui a donné un coup de pied, regardez, paf, avec la trajectoire de ce ballon magnifique. Oui, il le prend vraiment bien sur la pointe, ce qui permet au ballon de prendre de la vitesse, de rester
très ras au sol, donc un geste parfait. Il a fait un match remarquable, notamment sur le jeu au pied, avec aussi pas mal de réussite, comme on le voit sur ce dernier coup de pied, cette dernière passe décisive pour son coéquipier. Donc ça a été des gestes de grande classe, mais il a fallu quand même une mi-temps pour les Anglais de se réveiller. Ça a dû souffler un peu dans les vestiaires. On imagine, Louis, que le shérif de Brisbane, Wayne Bennett, a dû resserrer les boulons à la pause. Le shérif de Brisbane, il est en train d'essayer de trouver les meilleures conditions pour finalement, ce qui est son objectif à lui aussi, c'est de se qualifier pour la finale et de créer peut-être une des plus grosses surprises, enfin obtenir une victoire pour l'Angleterre face à l'Australie ce week-end. Oui, parce que les victoires ne sont pas légion pour les Anglais face à l'équipe d'Australie. On vous a posé la question tout à l'heure et Dimitri y a partiellement répondu. Y avait-il essai? Sur l'essai de Matty Russell, eh bien, cet essai renversant, c'est le moins qu'on peut dire, a été accordé. Alors Louis, il a pourtant touché le poteau. Je vous tends la perche. Oui, non, mais le poteau n'est plus une des conditions. Le poteau ne compte plus. Si on touche le poteau, il y a quand même essai. Ce n'est plus, on a changé la règle. Donc, dans un rugby passé, lorsqu'on touchait le poteau, il n'y avait pas essai. Là, ce n'est plus valable. Et ça a ouvert la voie à des essais déliés encore plus spectaculaires, aériens, qui ne se battent plus pour ne plus toucher le poteau, mais qui utilisent l'espace extérieur. Par contre, point réglementaire, si on marque au pied de ce poteau, au niveau du sol, il n'y a pas essai parce que la base du poteau est considérée comme elle étant en touche puisqu'il est planté dans la ligne de touche ou à l'intersection de la ligne d'un but et de la ligne de touche d'un but. Donc voilà. Donc je pense que c'est une bonne innovation que d'avoir supprimé ce contact parce que ça a ouvert la voie à un nouveau style aérien, en particulier chez les ailiers, et une prise de risque encore plus importante. Louis, ne perdez pas la main, car nous allons désormais nous diriger à petits pas, Oui. petite foulée, bras souples, légère sudation. Nous allons aller tout droit vers notre rubrique favorite, Dimitri et moi. C'est notre rubrique Rayon X, c'est la palette de Louis. Cher Louis, vous nous avez intéressé avec votre idée de deuxième mi-temps favorable à l'Angleterre. L'Angleterre qui a mis 20, 30, 40 minutes à peu près pour se mettre en route. Et vous avez sélectionné aujourd'hui un essai marqué par les joueurs de Wayne Bennett. Oui, j'ai retenu, si vous voulez, quelque chose qui illustre à la fois les erreurs peut-être à ne pas faire en défense et surtout la lucidité qu'il faut avoir dans le secteur offensif. Et c'est ce qu'a montré l'Angleterre sur cette action, avec en particulier un essai qui est construit après un travail de progression dans le camp de l'adversaire. Nous sommes ici au 4e tenu qui va se jouer. Donc l'équipe est partie de ses 20 mètres, elle a remonté le terrain et on s'aperçoit qu'il y a un joueur qui est monté en pointe dans cette ligne défensive de l'Écosse. Donc il a créé obligatoirement un espace qui est derrière lui. Cet espace a été immédiatement perçu par le demi de tenue qui alerte le premier porteur de balle, qui oblige ce joueur en pointe d'aller sur lui et qui ménage un espace tellement grand que Burgess, lui, rentre là-dedans, va fixer l'arrière et on tombe dans un classique 2 contre 1. Mais surtout, lorsque l'espace est ménagé, la chose qu'il faut remarquer aussi, c'est le nombre de soutiens de l'équipe d'Angleterre qui rentrent dans cet espace et qui se proposent, et en particulier sur ce côté à droite du porteur de balle, qui, si lui avait été inquiété, avait, on le voit bien sur cette image, 5-6 potentialités pour appuyer son jeu. Donc l'équipe d'Angleterre s'est montrée là techniquement très lucide et très forte. Oui, pour rajouter à ce que vous dites, Louis, en fait, la marque des grands, c'est de voir l'espace disponible qui se crée, la faille défensive. On a vu ce joueur monter en pointe. Et le premier attaquant, ce qu'il a fait, c'est directement aller chercher ce joueur pour le fixer, parce qu'il savait très bien que la ligne défensive était trop loin derrière. Et après, c'est les successions de 2 contre 1. Donc c'est très bien négocié. Et puis parfaitement joué par Sam Burgess, qui ne se trompe pas non plus, pour aller trouver Luke Gale, qui lui n'a plus qu'à galoper pour aller marquer cet essai entre les poteaux. Un essai qui a permis à l'Angleterre, Louis, d'arracher la victoire. Donc, les Anglais ont réussi le pari de battre l'équipe d'Écosse. Mais ce n'est pas terminé, messieurs, ce Four Nations, car il reste encore une journée, et une journée décisive pour l'équipe d'Angleterre. Regardez, Nouvelle-Zélande-Écosse, a priori, Louis, les Kiwis devraient battre les Bravehearts écossais. Ça sera sur B3 à 21h. Et puis, l'Angleterre, donc, recevra ce dimanche, à 15h, l'équipe d'Australie. Ça sera
sur Winamax 5. La finale, ça sera le week-end prochain, dimanche prochain à 15h30, Louis. Bon, l'Angleterre doit battre l'Australie, car regardez, 2 matchs joués, 4 points pour l'Australie, 2 points pour l'Angleterre, 2 points pour la Nouvelle-Zélande. La moyenne de points, le goal average, comme on dit en mauvais français, Louis, est favorable aux équipes qui sont devant l'Angleterre. Alors l'Angleterre doit impérativement gagner contre l'Australie, mais attention, ils n'ont pas gagné depuis que notre ami Bertrand Béguet avait 9 ans. Le jour de ses 9 ans, Bertrand Béguet a vu la dernière victoire de l'équipe d'Angleterre face à l'Australie. C'était en 1995, Louis, rendez-vous compte. Le 7 octobre 1995. On ne gagne pas contre l'Australie aussi facilement. Nous, Louis, nous avons battu l'Australie pour la dernière fois en 1978. Oui, et vous étiez de la partie, vous. Oui, oui, c'est un souvenir inoubliable, mais ça fait longtemps et il serait souhaitable pour tout le monde qu'on renoue avec le succès. 7 octobre 1995. Vous faisiez quoi, Dimitri, le 7 octobre 1995 ? C'est une bonne question. Mais on venait de voir la Coupe du Monde de rugby à 15 en Afrique du Sud. Exact, voilà, je savais. venait de se terminer il y a peu, je suppose. Oui, vous avez Où on était en plein dedans. Vous étiez, ouais, je pense qu'on devait... J'avais 15 ans. Vous aviez 15 ans. Vous jouiez au rugby déjà ? Oui, je joue au rugby, j'étais en pleine adolescence. Merci, messieurs. Eh bien, il en est terminé de cette partie rugby à 13. Dans la deuxième partie de notre émission, nous allons parler de rugby à 15.